Bienvenue pour cette 436e rencontre Vlil qui s'inscrit dans le cadre du festival Terre de Parole, célébrant l'aventure humaine du 23 au 30 mai 2026 prochain. Elle s'inscrit également dans le cadre du prix Première Parole avec lequel nous sommes partenaires. Ce prix, il distingue des premiers romans francophones, il accompagne l'émergence de nouvelles voies littéraires. Et cette année, 5 œuvres ont été sélectionnées et non 6 comme les autres éditions. L'une des autrices, Léna Vati, s'étant désistée en lien avec ses obligations professionnelles, ne pouvant pas apparaître face caméra. Et donc, nous avons droit à ces 5 romans. Vous aviez déjà eu le droit d'écouter Espérance Garçonna, Maya Thirier et Kevin Sievon lundi dernier. Les deux rencontres seront disponibles en replay d'ici la semaine prochaine. Bonsoir déjà à tous les deux, Mathilda Di Matteo et Daniel Bourrion. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces 5 textes passent ainsi entre les mains de plus de 500 lectrices et lecteurs répartis en 40 clubs de lecture sur tout le département de Seine-Maritime. Et ce soir, chaque auteur, par souci d'équité, dispose donc de 30 minutes d'échange, 30 minutes pour entrer dans la fabrique du texte, comprendre ses silences, ses obsessions et ses tremblements. Alors, à l'aube d'une parole inaugurale, se tiennent face à face deux écritures ce soir qui refusent l'effacement. L'une fouille les sillons d'un paysage et tente de ranimer un ami dont la présence s'est dissipée. L'autre met en pleine lumière une mer volcanique intransigeante dont l'amour brûle et dérange. Les pages deviennent champs et ruelles, maisons et portes closes, accents et silence. Ici, la nostalgie n'est pas nostalgie décorative, elle est un brasier pour réchauffer la mémoire. Là, la colère maternelle devient un instrument vérité, rude et tendre à la fois. Les deux narrations célèbrent des corps, des langues et des terres qui résistent à l'oubli. Elles demandent que l'on parle, que l'on nomme, que l'on rende compte des absences et des colères. Le lecteur est ainsi convoqué comme témoin, tenir la main d'un disparu ou tenir la conversation d'une mère. Entre l'humilité d'un village et la hâte d'une ville se joue la cartographie des vies. La modestie du premier roman n'empêche jamais la profondeur du regard. On écoute donc pour comprendre les terres qui se fissurent et les amours qui résistent. Le festival devient lieu d'écoute et le prix, fil conducteur pour ces voix à leurs premiers pas. Célébrer ici, c'est ainsi promettre de garder ces voix dans la mémoire commune, alors que ce soir, la parole circule et rend visible ce qui menaçait de disparaître. On va commencer cette soirée avec Daniel Bourrion pour son texte Le pays dont tu as marché la terre avec non, ce n'est pas une faute de français, on va en reparler. Bonsoir Daniel. À nous. Bonsoir. Alors Je pensais Daniel, qu'on vous êtes... commençait par Mathilda. Ah, je ne sais plus, je ne sais plus, j'ai oublié l'ordre. C'était Mathilda en premier? Oui, mais Alors on peut Mathilda, passons, autant pour moi, autant pour moi. N'importe. Alors Ok. Mathilda, vous avez étudié à Sciences Po Paris, vous êtes devenue consultante pour différentes entreprises. On en sait un petit peu plus de vous depuis quelques mois, depuis le succès du roman. J'aimerais savoir finalement, on va le remontrer d'ailleurs, La Bonne Mère, voilà, aux éditions L'Iconoclaste. J'aimerais savoir d'où vous venez au-delà de vos études, parce qu'on définit souvent les auteurs par Ouais. leur biographie, et c'est un peu dommage parfois. J'aimerais savoir d'où vient déjà cette envie d'écrire, cette envie de détailler. On verra tout à l'heure ce portrait de mère, bien entendu, mais d'abord, j'aimerais savoir d'où vient votre littérature. Merci de me poser la question. C'est vrai que je me sens d'autant plus éloignée ces derniers temps de ce CV-là que j'ai complètement changé de vie depuis la sortie de La Bonne Mère et je suis 100% consacrée à l'écriture et à la littérature en ce moment. Donc c'est vrai que je suis plus vraiment en reflétée par ce CV. Moi, je suis née, j'ai grandi à Marseille. Comme la fille dans mon roman, je suis aussi partie à Paris et j'ai vécu 13 ans et là, je suis revenue à Marseille. Et donc, je pense que ma littérature, elle est ancrée dans ce mouvement-là aussi. C'est pas pour rien que mon premier roman se passe entre Marseille et Paris et sur la ligne TGV entre les deux. Et il y a beaucoup de ces deux villes-là, de la culture très hétéroclite avec au sein de laquelle j'ai grandi. J'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas de livres, mais j'ai regardé beaucoup de films, beaucoup de séries. Et puis ensuite, je suis arrivée à Paris et là, j'ai découvert les grandes bibliothèques dans les maisons
et les librairies indépendantes où on peut aller à pied. Et ça, c'était fabuleux. Donc, je pense qu'il y a un petit peu, tu sais, un peu ce grand écart qu'on retrouve un petit peu dans mon livre entre Bourdieu et Johnny, je dis souvent. Et parfois, je dis aussi Télérama, Télé Z. Voilà, ma littérature est faite de grands écarts et c'est aussi un peu comme ça que je me suis forgée. Et j'ai commencé à écrire, mon premier souvenir, c'est en rentrant d'un cours que j'avais dû avoir en CM2 sur le conte. Et on nous avait expliqué un peu comment ça fonctionnait, situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, tout ça. Et je me souviens vraiment, littéralement, le soir même, d'être rentrée, d'avoir écrit un conte. Ça a commencé comme ça. Super, bah, j'ai bien fait de poser la question. Votre roman, il met en scène, au centre, une mère. C'est le personnage principal qui est finalement en contre-champ aussi avec le portrait de cette fille, de Clara et donc Véro, la mère. Cette mère-là, c'est une sorte de tornade, de soleil incandescent. J'aimerais savoir d'où vient cette figure, d'où vient son dynamisme, son climat. J'ai l'impression que c'est quasiment un climat en fait. C'est clairement une atmosphère, c'est un paysage. Elle rassemble beaucoup de choses au sein même de sa gouaille, de ses dialogues, mais surtout aussi de son environnement. D'où vient cette figure? Ouais. Alors, Véro, c'est donc Véro, la mère dans le roman, c'est Marseille. C'est une cagole marseillaise. Donc la cagole, c'est la féminité exacerbée, motif léopard, talon aiguille, vraiment une féminité qui déborde. Et ayant grandi à Marseille, j'ai grandi entourée de femmes hautes en couleur, grandes gueules, qui débordent, quoi. Et donc, je pense que, en tout cas, par rapport à mon expérience à moi, cette figure-là de Véro, elle me vient de toutes ces femmes qui m'ont inspirée, au sein desquelles j'ai grandi. Et, euh, et la figure de la cagole, elle m'intéressait parce qu'elle est hyper transgressive en fait. C'est à la fois donc cette féminité qui est pas docile et en même temps, euh, la cagole, elle est hyper à l'aise dans l'espace public, elle parle fort, elle parle presque violemment. Et ça, du coup, ça emprunte au code de la masculinité. Et puis en plus, c'est une féminité populaire. Et moi, quand j'ai grandi à Marseille dans les années 90-2000, c'était uniquement une insulte. Cagole, on disait, être une cagole, c'était exactement ce que je voulais pas être. C'était l'insulte ultime. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, euh, on me surnommait la cagole, gentiment, parce que j'étais une femme, je venais de Marseille, donc pourquoi pas. Mais moi, je voulais pas parce que je considérais que c'était une insulte. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on était toute la cagole de quelqu'un. Mine de rien, j'ai continué de gommer un peu mon accent, tout ça. Et c'est vraiment des années plus tard, alors que Marseille me manquait cruellement, ça devait faire une dizaine d'années que j'habitais à Paris, que j'ai j'ai réalisé en fait à quel point cette figure de la cagole, elle est puissante. Ce sont des femmes qui sont extrêmement puissantes parce qu'en fait, elles ne s'excusent pas d'exister et de prendre de la place. Et souvent, je dis de Véro qu'elle a donné aucun morceau d'elle-même au regard des autres, en fait, elle est complètement entière. Et donc, avec mon petit côté rat de bibliothèque, regardé beaucoup de documentaires, j'ai lu beaucoup d'études sociaux là-dessus, de revues, et j'étais vraiment fascinée par cette figure de la cagole. Et, et en fait, je pense que je voulais aussi un petit peu m'excuser d'avoir pu juger quand j'étais petite. Donc, je leur ai écrit une lettre d'excuse de 368 pages. Et c'est en effet empreint de, comment dire, de tendresse. On a vraiment l'impression que c'est au-delà d'un hommage, c'est une tendresse parce que finalement, notamment cette image de la plage où vous prenez, où Clara espère prendre en photo quelque chose sur cette plage, et finalement, la plage vide, sans elle, c'est quasiment rien. Le paysage, ce sont elles. Oui, à Marseille.
À Marseille, le paysage, c'est les corps, quoi, vraiment. Et moi, ce que j'adore, c'est une de mes obsessions, les corps à la plage. Donc, j'ai pu me faire plaisir dans ce roman. Donc, il y en a à Marseille. Il y en a aussi, justement, il y a une plage en Bretagne où il n'y a pas de corps. Et donc, Clara est très perturbée. Mais ce que je trouve vraiment fascinant dans le fait d'aller à la plage à Marseille, c'est vraiment plus une expérience sociologique que quelque chose de rassénérant et où on prend, on peut vraiment inspirer, expirer avec la mer et le paysage, quoi. Là, c'est vraiment la musique de Jul sur les enceintes et puis et l'odeur de la crème solaire et de la sueur mélangée et finalement des gens qui passent avec leurs pieds entre les serviettes et qui vous éclaboussent de sable, quoi. Moi, j'adore. Et je voulais qu'on retrouve un peu de ça dans ce roman. Comment s'est construit justement le duo Clara-Véro, puisque les chapitres sont en alternance? Comment vous avez commencé? Est-ce que vous avez commencé par l'une des deux voix ou au contraire par une scène pivot? Qu'est-ce qui a créé finalement cette alchimie entre ces deux voix? Eh bien, j'essayais d'écrire une voix qui ressemblait un petit peu à la voix de Clara. Donc une sorte de proto-Clara. C'était la voix d'une jeune femme qui découvre Paris, a du mal à trouver sa place, croit qu'elle a réussi à fuir sa famille, en tout cas le lieu duquel elle est issue, mais finalement réalise qu'elle est en train de reproduire un schéma familial, de reproduire l'histoire de sa mère. Et ça, j'ai essayé de l'écrire du coup, comme je le fais avec Clara et Véro, donc avec un monologue intérieur à la première personne, donc, mais avec cette idée de parler donc des schémas qui se répètent, du poids de l'héritage familial. Je pataugeais complètement avec un seul jeu parce que c'est un sujet qui mérite beaucoup de nuances et quand on est au jeu, on est forcément biaisé. Et donc, j'étais à Marseille, pas trop loin de ma propre mère, ça a dû jouer. Et j'essayais d'écrire Clara, enfin, je ne pense même plus qu'elle s'appelait Clara. J'essayais d'écrire la voix de cette femme et je pataugeais complètement. Sauf que dans le passé, j'avais esquissé un personnage de Cagole dans une nouvelle, une Cagole qui a un petit peu des rapports distendus avec sa fille. Euh, J'avais pas terminé la nouvelle, mais j'avais cette voix-là. Et en fait, pendant que j'essayais d'écrire la voix de la jeune femme, ben, cette cagole que j'avais commencé à imaginer a émergé. Je l'ai entendue dans ma tête et elle répondait un petit peu à ce que j'écrivais. Elle répondait en fait à la vision de Clara. Et, et cette voix complètement différente, elle est venue un petit peu sauver mon histoire et donc faire dériver ce roman qui est devenu La Bonne Mère parce que avec ces deux jeux aux antipodes, jeux JE, j'ai réussi à trouver une sorte d'équilibre pour traiter avec assez de nuances toutes les thématiques que je voulais aborder dans le livre, et donc notamment la reproduction des schémas, la violence qu'on trouve dans tous les milieux. Euh, et j'aurais pas pu parler en fait de cette généalogie de la violence si j'avais pas eu euh, l'origine. Donc la mère est celle qui reproduit. Et donc tous les autres thèmes de mon livre, euh, le, le transfuge de classe aussi, c'est pour moi la mobilité sociale de Clara. C'était pour parler de cette reproduction. En fait, j'étais obsédée par la reproduction. Et donc, ces deux voix sont créées. Elles sont vraiment, dès le premier jet, arrivées en miroir. Elles se répondaient l'une l'autre. Et puis, en fait, en me relisant, j'ai réalisé que j'avais écrit sur une relation mère-fille. C'était pas du tout mon intention première. Je pense que je me serais pas frottée au sujet si ça avait été mon intention. Et je suis vraiment contente que ce soit finalement le thème principal qui a émergé parce que c'est ce qui fait que le livre a aussi beaucoup de lumière et de tendresse. Si on avait parlé que de violence et de reproduction des schémas, ça aurait été un peu trop sombre. Alors, en effet, c'est ma prochaine question sur cette question de transfuge de classe, sur cette tension sociale entre le Sud et le Nord, entre cette bourgeoisie et les milieux populaires, qui est très nette, euh, qui est flagrante, qui est évidente. Clairement, vous ne trahissez rien. On est réellement dans ce qui se passe aujourd'hui et depuis des années. Est-ce que finalement, le succès du roman, c'est pas une sorte de, je vais pas dire de revanche, mais en tout cas de montrer qu'on peut
écrire avec un dialogue entre guillemets cagole et qu'on peut avoir du succès aussi dans certains milieux parisiens. Et je trouve que c'est quand même une belle victoire. Je suis époustouflée que Véro ait réussi à s'immiscer dans certaines librairies parisiennes. Euh, je l'ai écrit avec vraiment l'objectif que il soit le plus accessible possible pour que cette histoire, elle puisse aller toucher le plus de gens possible. Mais je l'ai aussi écrit avec un vrai soin de la langue. J'avais à cœur que l'accent puisse chanter sur les pages et dans la tête. J'avais à cœur aussi que en fait, chaque passage d'une narratrice à l'autre, on n'ait pas besoin d'avoir le prénom de la narratrice. Donc, en fait, il fallait qu'il y ait une musique qui soit vraiment différente pour ces deux monologues intérieurs. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé la langue. Euh, et dans les milieux un petit peu parisiens, intello, dans lesquels la bonne mère a pu s'immiscer malgré sa couverture, je tiens à le dire, sa couverture très colorée. Euh, je crois que c'est ça qui a plu, c'est l'attrait de la langue, même si quand même certaines personnes considèrent que c'est un petit peu caricatural vis-à-vis de la bourgeoisie. Moi, j'aime bien dire que franchement, j'ai tapé tout le monde. Euh, enfin, c'était vraiment pas contre la bourgeoisie, c'est juste tout le monde. Je voulais parler de la violence qu'on trouve dans tous les milieux. Et enfin, j'ai à la fois Véro et Clara sont très très incisives et, et leurs deux voix en fait sont assez critiques des mondes enfin, de deux mondes différents. Donc, en fait, l'une et l'autre m'ont permis d'aller un petit peu, comment dire, parce que c'est pas vraiment taper sur, c'est plus mettre le doigt sur Avoir un regard critique sur une part de la voilà, des société. petites contradictions, des petites choses un peu rigolotes, quoi. Parce que je pense qu'on peut parler de sujets graves et de choses profondes, mais rire aussi. Alors justement, sur cette Véro, je langue, pense ça aussi. ouais, sur cette langue marseillaise et les idiomes locaux qui traversent totalement tout le texte, est-ce que vous avez hésité sur la transcription de l'accent et des tournures? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel l'éditrice a pu aussi tiquer à un moment donné? Est-ce que vous avez eu un travail avec elle justement par rapport à cette gouaille, notamment de Véro? Alors, c'est plus les correcteurs professionnels à la fin Et qui ont un oui. peu tiqué sur les expressions marseillaises. Mais ils m'ont dit que ça avait été une super expérience finalement. C'était un challenge. Moi-même, il y a certaines expressions, en fait, je les avais entendues sous mon enfance, mais je ne savais pas du tout comment ça s'orthographiait, parce que ça vient du provençal. Donc, je me suis sorti le dictionnaire marseillais et j'ai regardé tout ça. Ce qui est assez marrant, c'est que la voix que j'ai le plus retravaillé avec mon éditrice, c'est la voix de la fille. Parce que je faisais cette erreur un peu classique de primo-romancière de vouloir montrer que je savais faire des belles phrases. Et vu que je pouvais le faire qu'avec une des deux voix, je l'ai beaucoup fait avec la voix de Clara. Et vu que je voulais vraiment, vraiment qu'il soit très accessible, c'est aussi avec cette idée-là que j'ai choisi ma maison d'édition pour moi, l'iconoclaste, c'est vraiment justement ce grand écart TéléZ Télérama, c'est savoir faire de la bonne littérature accessible au plus grand nombre. Et donc, on a surtout travaillé l'accessibilité de la partie de Clara. On l'a rendue un peu plus légère. Et la gouaille de Véro, en fait, c'est ce que j'ai le moins retravaillé. Vu que c'est une langue orale et que c'était une voix dans la tête, finalement, j'ai retravaillé le rythme. Quand je travaillais le rythme, donc mon premier jet, il m'est venu en miroir, mais ensuite, je faisais des semaines de Véro, des semaines de Clara. Et donc, je voulais vraiment que Véro, ça claque, que ce soit punchline sur punchline. Euh, et parfois même, j'ai coupé des mots parce qu'en fait, je voulais qu'elle ait un champ lexical limité, mais que ce soit très imagé. Aussi qu'elle mélange un peu les expressions, tout ça. Donc, je me suis assurée de bien resserrer euh, et, et je crois qu'on m'a juste dit d'enlever une blague sur le caca du chien, que j'ai laissé, je crois.
parce qu'il avait la diarrhée, le bulldog français. Et sinon, non, c'est vraiment plus moi qui ai restreint finalement en me disant, ok, est-ce que Véro, elle parlerait vraiment comme ça? Et en fait, c'était hyper intéressant comme challenge pour la langue. C'est se dire qu'est-ce qui se passerait vraiment dans sa tête, quoi. Et vraiment, mes éditrices l'ont compris tout de suite et étaient 100% alignées avec ce projet-là, ce projet littéraire-là. Et justement, sur l'humour, qui est parfois une arme, parfois une sorte de baume, quand vous écrivez la scène, est-ce que vous savez si l'humour va venir la sauver ou au contraire va l'exposer davantage? Eh ben, j'aimerais vous dire que je sais, mais en fait, je m'en suis rendu compte en me relisant. Euh, la voix de Véro était là. C'est un mélange de toutes les voix de toutes ces femmes donc auprès desquelles j'ai grandi, comme je vous le disais, qui ont des caractères très forts et qui, en fait sont quand même très très drôles. Et je l'écrivais comme ça, je l'écrivais pas. Si j'avais essayé d'être drôle, je me serais complètement plantée aussi. Parce que je pense qu'essayer de d'écrire une comédie, de faire du tragique-comique, ça marche pas vraiment. En fait, c'est juste que Véro est très drôle. Et donc, en me relisant, je réalisais qu'elle était drôle. Je me souviens très bien quand j'ai relu mon premier jet, j'étais avec d'autres amis qui travaillaient sur des projets littéraires et je me marrais. Et j'ai dû supprimer bien 80% de ce premier jet. Euh, mais ce que j'ai gardé, c'était parce que Véro me faisait rire. Et sur les 2 ans et demi que j'ai passé à écrire ce livre, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours où je me disais qu'il fallait que j'arrête et que personne serait intéressé pour lire ce livre et que tout était nul. Mais je m'accrochais à toutes ces fois où Véro m'avait fait rire et je me disais, ok, si même moi je me marre et si moi j'oublie que je l'ai écrite et qu'elle est drôle, enfin qu'elle me fait rire, c'est que je tiens quelque chose. C'est génial en fait quand un personnage nous échappe comme ça. Par rapport à aux gestes quotidiens, aux repas, aux disputes, c'est des petites choses qui marchent un petit peu comme une sorte de théâtre intime. Est-ce que c'est la scène de départ qui va déclencher ensuite un chapitre, déclencher une Ouais. idée? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous marchez un peu comme photographie? C'est un petit peu ce qui se passe notamment pour le livre de Daniel Bourrion aussi tout à l'heure. La photographie a un rôle aussi capital. Ouais, ben oui, je pense que je fonctionne vraiment par scène. Et donc j'ai ces scènes. Après, j'ai quand même, en fait, j'avais un premier jeu où j'avais vraiment beaucoup de scènes. Et puis en plus, après, je les ai retissées ensemble. Et il y a certains flashbacks qui sont devenus juste des photos. Et puis des photos qui emmenaient des flashbacks. Et en fait, dans mon premier jet, Clara n'était pas photographe. Mais j'ai réalisé en la relisant qu'elle était photographe. Et c'est comme ça que la photo a eu une place assez importante dans l'arc narratif de Clara. Et oui, je pense que je fonctionne à la photo aussi. Et puis c'est aussi le fait d'être une bonne mère. Ça aussi, c'est central. La maternité, c'est quand même un domaine dans lequel Véro et Clara ont leur avis aussi sur la question, clairement. Est-ce que le roman permet de démythifier cette maternité? Est-ce que c'est un élément important de votre réflexion en tant qu'écrivain? Est-ce que ça permet Hmm. d'ouvrir des portes, de déclencher certains clichés, notamment? Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas mon intention du tout d'écrire sur les mers. Euh, j'ai pas. Mais mon intention avec ce livre, c'était vraiment de faire réfléchir. Je me dis que j'ai réussi mon coup si les gens ferment le livre et se disent waouh, j'ai réfléchi. Ou alors s'ils ont une vision différente de ce que c'est une bonne mère ou ce que c'est une cagole. Enfin, et donc oui, je pense que en donnant à lire des réalités différentes, des zones grises aussi, et en montrant finalement une mère qui de prime abord n'a pas forcément l'air bonne, qu'on peut juger et montrer finalement tout ce qui se passe dans sa tête et les actes de courage qu'elle est capable de mener pour veiller sur sa fille, je pense qu'on peut changer le regard sur certaines femmes et en tout cas créer de l'empathie avec des héroïnes
qui sont un petit peu différentes de celles avec enfin, qu'on a l'habitude de côtoyer. C'était aussi ma petite façon de faire rentrer une mère cagole en littérature, quoi. Et C'est un bleu mot. le troisième personnage dont on n'a pas parlé, c'est évidemment Raphaël, le petit ami de Clara. C'est un personnage fondateur, révélateur même. Pourquoi vous avez fait ce choix-là d'une sorte d'étranger social plutôt que d'un un antagoniste un petit peu plus direct? Mais je trouve que ce choix-là, il est peut-être aussi en rapport avec votre parcours à Sciences Po. Vous allez peut-être nous en parler, je ne sais pas. Mais il a un truc, il a un truc différent finalement. Il vient vraiment exploser tout ce que le roman a pu évoquer à un moment donné. On a l'impression qu'il est là en tant que révélateur des âmes, révélateur de ce qu'on pourrait penser aussi. Quand vous m'avez dit troisième personnage, j'ai cru que vous alliez me parler du chien, Pastis. C'est Mais vrai, non, c'est vrai. Raphaël, le girafon. Bah, en fait, le girafon, pour Vous l'appelez le moi, girafon. bah, Véro l'appelle le Ouais. girafon, c'est son surnom. Et en fait, autant Clara et Véro sont en duo, mais pour moi, en fait, il y en a quatre. C'est le girafon et le napolitain. Et en fait, j'aime bien les archétypes. Donc, on rentre, on a des personnages qui peuvent sembler, enfin, en fait, qui sont complètement archétypaux, qui peuvent sembler caricaturaux. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller creuser les nuances derrière et montrer que les gens finalement ne rentrent pas dans des cases. Quand on voit quelqu'un de prime abord, on peut le mettre dans une case, mais puis ensuite, il va un peu nous parler, et puis on va réaliser comment cette personne se meut dans l'espace, et puis on va apprendre des choses sur elle, et finalement, cette personne, elle ne va plus être 100% à l'aise dans la case dans laquelle on l'a mise au premier regard. Et le girafon, il vient complètement chambouler la dynamique du trio Véro, Clara, le Napolitain. Donc le Napolitain étant le père de Clara, le mari de Véro. Et d'ailleurs, la première scène du livre, quand Véro rencontre ce gendre qu'elle surnomme le girafon et qu'elle déteste au premier regard, c'était pas la première scène à l'origine, mais j'ai réalisé que l'histoire commençait là parce qu'en fait, le Tout part du Raphaël, regard. Raphaël, si vous voulez, et ben en fait, il est l'illustration parfaite de la trahison de sa fille qui l'a quitté, parce qu'elle dit ça, elle nous a quittés depuis quoi? 5 ans, euh, qui montre qu'elle l'a quitté pour un autre monde, qu'elle veut les fuir, qu'elle veut aller ailleurs. Ce garçon-là, il représente ça pour Véro. Et moi, ce que je voulais montrer, c'est que Clara pense qu'elle a réussi à fuir en tombant amoureuse de l'extrême opposé de son père, mais finalement, qu'elle réalise que les deux se fondent beaucoup, se ressemblent. Alors, je vois que le temps passe très très Oui, vite. Je pose donc une question aux cinq auteurs qui sont passés là depuis lundi. C'est la question de choisir un premier roman qui vous a forgé, que vous aimeriez remettre au goût du jour. Quelque chose qui est plutôt original, peut-être. Vous allez nous le dire ou pas. Si c'est un classique, ça sera un classique, tant pis. Mais Mathilda, qui avez-vous choisi ce soir? et alors, j'ai pas choisi un premier roman à remettre au goût du jour. C'est un premier roman assez récent. C'est un premier roman que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Uva Spina de Monica Acito. Donc, il est sorti, je crois, en France l'année dernière et là, il est sorti en poche à cette rentrée. Et c'est un roman sur une famille napolitaine. Donc, c'est un libraire qui me l'a conseillé en sachant que j'avais fait un petit personnage de napolitain. Et ce roman est fabuleux. Et en fait, il fait vivre Naples. Naples, et comme on dit parfois de mon roman que Marseille est un personnage de mon roman, bah là, Naples est complètement vivante et sombre et lumineuse à la fois. C'est c'est des dynamiques différentes parce que c'est sur un frère et une sœur et comment ils interagissent avec la ville et leurs parents. Mais c'est une lecture vraiment fabuleuse. Donc, je suis pas allée chercher dans les classiques, je suis vraiment allée chercher, s'il fallait en donner qu'un, c'était le dernier que j'ai lu et que j'ai trouvé fabuleux. Très bien, très bon choix. Eh bien, on va terminer cet entretien, Mathilda, avec votre extrait que vous avez choisi, que vous allez nous lire avec plaisir. Oui, avec grand plaisir. Alors, il y a deux voix, comme vous le savez, mais j'ai choisi un extrait avec la voix de Clara où je crois qu'on entend quand même un peu Véro.
Sur le port, les voitures sont à l'arrêt, comme sonnées. Ça sent la mer stagnante et sur tous les sens. En traversant, elle se fait siffler 3 fois. 2 fois, elle ignore. La troisième, elle répond par un doigt d'honneur. Puis sa bouche se crispe. Elle secoue le bras et, après avoir encore tracé sur 6 mètres, elle s'arrête. Ça peut lui prendre à n'importe quel moment. Et cette fois, pas moyen qu'elle se morde la langue. Bouge pas. Et elle me plante sur le trottoir, repart en arrière, ni une ni deux, toquer à la vitre de la voiture, lui dire ses 4 vérités, à ce connard qui se prend pour qui d'ailleurs. Elle a une gosse, et il aimerait, lui, que sa femme se fasse siffler avec sa mioche. Ah, il a pas pensé, hein. Non, il a juste fait avec sa petite bite à la place de la cervelle. Elle l'enchaîne comme sur un ring. Derrière, ça klaxonne parce que le feu est passé au vert, mais elle les emmerde. Son majeur levé pour les autres, elle approche son visage de la vitre du mec qui ne bronche plus depuis qu'elle a insulté ses ancêtres. Souvent, j'ai peur pour elle. Peur qu'en face, ça ne réponde pas qu'avec la bouche. Sauf qu'elle a quelque chose, semble-t-il, qui les empêche. Comme une lumière. C'est qu'elle brille, autant qu'elle braille. Tous ces gros mots que je m'étais promis de ne jamais faire sortir de ma bouche, qu'elle dit aux siffleurs en voiture, mais aussi aux banquiers, aux bouchers et même à la boulangère, si bien qu'ils la craignent, si bien que tous se courent devant elle dès qu'ils entendent sur le sol ses talons qui claquent. Certains disent, comme pour contrer son pouvoir, qu'elle est vulgaire. Moi, je dirais qu'elle est solaire. Un soleil de canicule, du genre incendiaire. Ma mère revient vers moi avec en fond les voitures qui repartent et l'eau du port qui scintille derrière elle comme une traîne. Bon, tu veux un coca? Voilà. Merci Mathilda Di Matteo. Et c'est pour Merci La Bonne Anthony. Mère en lice du prix Première Parole aux éditions L'Iconoclaste. Merci Mathilda. Eh bien, on passe donc à Daniel Bourrion. Ça y est, cette fois, c'est la bonne. On est parti. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors Daniel, autre parcours, vous êtes né dans un milieu paysan ouvrier en Lorraine, vous êtes devenu écrivain et conservateur des bibliothèques à Angers, ça peut être très intéressant aussi, on va sûrement en parler tout à l'heure. Et vous avez publié avant de ce premier roman, vous avez publié 4 textes en édition numérique sur publi.net sous la direction de François Bon. J'aimerais savoir finalement, avant de nous parler peut-être de votre parcours et de votre arrivée en littérature, j'aimerais savoir en quoi vos différentes casquettes, et notamment de conservateur des bibliothèques à Angers, a aussi tissé des liens avec le premier geste d'écrire. Ah ouais, on rentre dans le dur direct. Oui. Euh, euh, alors, le fait que je sois conservateur des bibliothèques, ça n'a aucun rapport. Enfin, à mon avis, ça n'a eu aucune influence sur mon entrée en écriture, puisque, et là, je rejoins un peu ce que disait Mathilda. Moi, mon premier roman, c'était en sixième. C'était un demi à quatre. C'était pathétique, évidemment, mais j'étais persuadé d'être le plus grand écrivain de la Terre. Ça va de soi. Et ce texte-là, ça m'avait marqué parce qu'évidemment, il était complètement nul. Mais surtout, j'en avais parlé à toute ma classe, comme on fait évidemment à cet âge-là. Et plus personne ne m'en a jamais parlé, sauf en troisième. Un type qui était dans ma classe de sixième, que j'avais pas revu depuis la troisième, me croise dans un couloir et me dit, où en est ton roman? Et là, il y a eu une espèce d'explosion dans mon cerveau. Je me suis dit, waouh, euh, on peut laisser des traces comme ça dans l'esprit de quelqu'un. Et ça a été un vrai choc pour moi. C'est-à-dire de me rendre compte que le simple fait d'écrire quelques phrases que vous allez balancer, on va dire, comme ça dans l'univers et dans le grand silence de l'univers, ben, à un moment, ça peut peut-être pas toucher, là, ça va pas dû toucher beaucoup, mais en tout cas, interpeller quelqu'un, un lecteur ou une lectrice. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que euh, je trouve que l'être humain se caractérise, mais c'est pas très innovant ce que je veux dire, par une grande solitude et que peut-être la littérature, c'est un moyen de passer cette frontière-là et d'arriver à communiquer, y compris avec des gens dont vous n'avez pas idée. Je suis toujours très étonné, moi, d'avoir des retours d'une espèce de... enfin, j'ai un sentiment de plein de monde autour de moi, de monde au sens univers autour de moi. Et parfois, il y a une porte qui s'ouvre et vous allez toucher quelqu'un dont vous ignorez absolument tout. Et ça, je trouve ça c'est vraiment quelque chose qui moi, m'importe vraiment. C'est-à-dire le fait d'utiliser la littérature pour prendre contact et échanger. Mais il n'y a pas de lien directement avec mon métier actuel. Inconsciemment, vous venez quasiment de pitcher votre roman. Alors, je ne sais pas si c'est inconscient, mais euh,
Dans votre Ouais, roman, il y a quand même la disparition de cet ami qui est évidemment oui, le sujet principal. oui. Il y a cette nostalgie de l'enfance, il y a ces traces, ces absences finalement, cette mémoire qui est extrêmement faillible aussi, comme pour nous tous hein, d'ailleurs, hein, ce n'est pas propre à vous, mais j'aimerais savoir comment la part autobiographique a orienté ce travail de reconstruction. Qu'est-ce qui finalement vous a permis de dédier ce livre-là, de faire cet hommage-là à cet ami disparu. Bon, en fait, les textes que j'ai pu publier auparavant, vraiment des récits, c'était revendiqué comme tel. Euh, Celui-là, il est très ancré quand même dans l'autobiographique, puisque la bonne majorité des faits relatés sont en fait réels. C'est le premier que je revendique comme roman, au sens où j'ai essayé de me détacher du récit pur. Euh, j'ai oublié votre question, pardon. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Non, je vous demandais comment la part autobiographique avait orienté finalement ce D'accord. travail-là de reconstruction. Bah, en fait, la part autobiographique, c'est littéralement le terreau à partir duquel je suis parti, et c'est l'autobiographie qui a initié l'écriture du roman. C'est-à-dire que pour parler boutique et la manière dont ça s'est construit, donc moi je viens de Lorraine, je viens d'un tout petit village, 300 habitants, et je suis à Angers depuis une vingtaine d'années maintenant, dans le cadre de mes fonctions professionnelles. Et ma maman, qui habitait toujours en Lorraine, régulièrement, elle m'appelait pour me donner les nouvelles du village. Donc, dans un flot téléphonique assez ininterrompu, le tracteur de machin est tombé en panne, le chien de truc a mordu bidule, enfin, vous voyez, et puis René est mort et elle continue. Or, le fameux René, c'était un ami d'enfance. Donc, ça m'avait vraiment heurté parce qu'elle mettait ça sur le même plan que la panne du tracteur, si vous voulez, ce qui est quand même assez bizarre. Et sur le coup, et on va revenir à la problématique des photos dont vous parliez, sur le coup, moi j'ai fait l'équivalent d'un A4. J'ai un site web, je l'ai publié par fragments et j'ai complètement oublié le sujet. Voilà. C'est fait, tu as écrit le tombeau de ton ami, ce qui était un peu bref, mais voilà. J'étais en paix avec ça. Et donc ça, c'était vers 2012. En 2020, je retourne chez ma maman, je commence à ranger le chaos qu'il peut y avoir chez une personne de plus de 85 ans. Enfin, tout le monde voit un peu ce que ça peut être. Et en ouvrant un tiroir, je tombe sur une photo de classe de maternelle. Euh, Évidemment, c'est un tout petit village, donc tout le monde est là. Enfin, tous les gens de mon âge sont là. C'était l'événement de l'année. Sauf ce fameux René, je m'aperçois qu'il n'est pas sur la photo. Or, ne pas être sur une photo de classe dans un village de 300 habitants dans les années, moi je suis né en 67, donc dans les années 70, c'est quand même, ça interpelle, quoi. Euh, et donc, j'ai essayé de reconstruire le parcours, on revient aussi à l'autobiographie, le parcours de cet homme qui n'était pas sur la photo de classe de maternelle, que des amis d'enfance n'ont pas retrouvé non plus sur d'autres photos de classe, et qui est décédé, en fait, il est décédé assez violemment, tout seul, dans une masure qui tombait en ruine. Donc j'ai essayé de reconstruire le parcours de cet homme-là. Euh, donc le point de départ est autobiographique. Tout le reste, c'est un croisement entre ce que moi j'ai pu connaître et ce que je peux imaginer de la vie de ce type. Quand je dis type, c'est pas du tout péjoratif, c'est sympathique chez moi. Et par rapport à ça, par rapport à cette question de la mémoire, par rapport aux souvenirs, par rapport à la nostalgie, il y a beaucoup de choses dans ce texte. Et en même temps, on sent qu'il y a beaucoup de creux, de failles, de silence, de brume, de flou. Euh, Finalement, est-ce que votre travail a été véritablement de remplir tous ces creux au maximum, ou au contraire d'avoir une mémoire éparse qui, petit à petit, au fil de l'écriture, a pu se déverser? Alors je voulais surtout pas faire quelque chose de très précis. J'ai fait aucun travail du type archive. Je suis pas allé faire des entretiens dans le village euh, auprès des gens qui avaient pu connaître le personnage qui est à la source du roman. Euh, je n'ai travaillé sur aucune photographie à part la première, celle qui a déclenché le choc. Euh, En fait, je déteste les photographies. J'ai une sainte horreur des photographies. Je ne regarde jamais de photographies. Enfin, les photographies familiales, etc., je les fuis parce que ça a une charge émotionnelle que je n'arrive pas à tenir, en fait. Donc, autour de moi, tout le monde sait qu'il ne faut pas me montrer de photos de famille. Et donc, j'ai déjà ce handicap-là qui est de ne pas supporter de regarder une photo. Et le reste, je voulais vraiment travailler uniquement sur mes souvenirs. Or, les souvenirs de
en tout cas les miens, j'imagine la plupart des gens, c'est vraiment du sable en fait. C'est quelque chose de très fragmentaire, qui se défait, qui parfois surgit alors que vous y attendiez pas du tout. Et donc je voulais voilà, le parcours de Stom qui est très mystérieux parce qu'en fait, après coup, après la parution du livre, évidemment, les gens du village l'ont lu et j'ai eu des retours. Le parcours qui conforte l'impression que j'avais, c'est-à-dire le parcours de Stom est très brumeux. Personne ne sait vraiment ce qu'il a fait pendant les 54 ans de sa vie. Et je voulais aussi coller à ça, en fait. C'est-à-dire que je voulais pas faire une biographie de quelqu'un. Je voulais être sur un terrain un peu flou parce qu'en fait, j'aime bien les choses floues, moi. J'aime pas les choses trop nettes et trop précises, en tout cas dans mon écriture. Bon, fort heureusement, là, on vous voit de manière très nette, Daniel. Le roman, il explore aussi la mort sociale, peut-être avant la Oui. mort physique. Comment vous définiriez cette notion qui est véritablement très impactante? Alors, on parlait du pouvoir des photos. C'est vrai qu'il y a un passage extrêmement fort sur la puissance d'une photographie de famille. Alors maintenant, je comprends. En effet, maintenant que vous disiez ça, forcément, on comprend davantage aussi cette manière-là de parler dans le livre. Mais cette mort sociale, elle est extrêmement impactante dans le livre, bien plus que la mort physique. On a l'impression que la mort n'est que une conséquence, mais qu'un point de détail. Bah, la personne qui a inspiré le roman, effectivement, la mort physique, c'est le point final, mais un point final par rapport à tout un texte, c'est pas grand-chose, hein, proportionnellement. Effectivement, pour moi, toute la vie de cet homme a été une mort sociale. Je dirais même pas une mort, une inexistence sociale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est déscolarisé très vite, dès 16 ans, enfin, enfin même avant, c'est quelqu'un qui n'allait quasiment plus à l'école. À partir de 16 ans, l'école n'étant plus obligatoire, il a complètement disparu et c'est quelqu'un qu'on ne voyait plus nulle part. Moi, je l'ai. Alors évidemment, moi, j'étais déjà parti faire mes études, etc. Lui, il est resté au village, mais là encore, les échos que je peux avoir, c'est quelqu'un dont personne n'est en mesure de me dire. Pourtant, on parle d'un tout petit village, hein. Personne n'est en mesure de me dire de quoi il vivait, et je sais toujours pas de quoi il vivait. Qu'est-ce qu'il faisait toutes de ses journées? Parce que si vous décédez à 53 ans, enfin, ça fait beaucoup de temps quoi, à occuper, donc je ne sais pas de quoi il occupait ses journées. Et pour moi, c'est un mystère comme ça. Euh, Avant d'être conservateur des bibliothèques, j'étais conseiller d'éducation. Donc, je travaillais aussi sur des élèves qui se déscolarisaient. Mon épouse est assistante sociale, donc on était vraiment les mains dans le cambouis. Et on menait un gros, enfin, c'est pas juste nous, hein, tous les travailleurs sociaux, on va dire, les conseillers d'éducation, les enseignants, etc. Il y a un gros travail qui est fait pour essayer d'éviter ces morts sociales. Et malgré tout, il y a des cas où bah, ça ne marche pas. Et ce personnage, c'est un exemple de ça. Et je voulais aussi réfléchir à ça. Alors moi, je n'apporte aucune réponse. Mon livre n'est fait que de questions. Qu'est-ce que c'était que la vie de ce type? Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer son parcours? Et très honnêtement, j'ai pas beaucoup de réponses. Et qu'est-ce qui fait que notre société, malgré tous les moyens qu'elle peut mettre en place pour aller chercher les gens qui sortent du corps social, pourquoi ça marche pas en fait? Malheureusement, j'ai pas de réponse. Parce que si j'avais une réponse, je ferais un magnifique livre et ce serait un grand succès et notre société se porterait à merveille. Mais enfin, on n'y est pas complètement là. Et l'autre chose aussi du narrateur, c'est que il tente aussi de lui rendre parole justement à cet homme-là qui manquait de langage. Comment vous avez pensé l'éthique de de cette restitution? C'est fort, je trouve, d'apporter un nouveau langage ou rendre le langage à une personne disparue. Alors, quand on lit le roman, on voit enfin, il y a pas de dialogue. Je voulais pas rentrer dans les dialogues parce que ça aurait été prendre la place de la personne. Et ça me gênait de me dire, tu vas parler à la place d'eux. Donc, je parle jamais à sa place. C'est toujours bien le narrateur qui raconte. Et, et en plus, par ailleurs, le personnage qui inspire le roman, c'était quelqu'un de très, très peu bavard. Ça m'a toujours fasciné, moi, parce que alors je peux me taire très longtemps, et puis quand on me donne la parole comme là, je peux parler pendant des heures sans m'arrêter. Et, et lui, il parlait très très peu. Moi, ça me fascinait. C'est-à-dire, vous savez, ces personnes, des taiseux, quoi. Vous les posez à un endroit, elles ne parlent pas, et malgré tout, il y a une espèce de présence, mais comme un rocher que vous avez au milieu d'une rivière. Malgré tout, ces personnes sont là. Donc, je voulais aussi travailler là autour, c'est-à-dire le faire revenir, alors c'est très immodeste, le faire revenir du domaine des morts où il est maintenant, mais sans me substituer à sa parole, juste par sa présence et en,
Mon ambition, c'était aussi, dans la logique d'un puzzle, comme le personnage, si on imagine que le personnage est une des pièces du puzzle, vous enlevez cette pièce, tout ce que vous avez autour dessine ses contours. Et ben moi, je voulais, le roman, il dessine les contours de quelqu'un sans se substituer à la pièce centrale, manquante, parce que je voulais pas prendre la parole et je voulais pas me substituer à cette personne. Donc je travaille, ça, c'est un roman pochoir, en fait. L'autre contour justement que vous évoquez, c'est aussi la Lorraine et le Mm. monde rural, cette toile de fond en arrière-plan. Quelle place finalement tient ce territoire-là dans votre langage romanesque, mais aussi dans ce texte-là? Est-ce que c'est un terreau sur lequel vous allez travailler aussi peut-être pour la suite? Ah bah, je peux difficilement m'en défaire, en fait. Et c'est amusant parce que Mathilda disait qu'elle était de Marseille, elle était partie à Paris, et puis elle est revenue à Marseille. Donc moi, je viens de Lorraine, je suis arrivé en Anjou, et là, avec mon épouse, on a décidé de rentrer en Lorraine. Donc, en particulier, suite à la parution du roman, qui a eu un effet, enfin, il y a des effets collatéraux. Vous vous dites, finalement, le livre me dit quelque chose, et le livre, il vous dit, il est temps que tu rentres chez toi. Donc voilà. Donc, moi, je pense qu'on peut difficilement se défaire de son territoire d'origine, en fait, quel qu'il soit. Euh, et alors, quand je suis parti de Lorraine pour venir en Anjou, je ne cessais de dire à tout le monde, je ne reviendrai jamais en Lorraine. Donc, il ne faut jamais dire jamais, puisque votre territoire et votre terre d'origine vous rappelle. Moi, je suis un paysan, en fait. Enfin, il y a une question de terre. Je suis très, très proche de ça. Donc voilà, la terre me rappelle. Elle est là partout dans le roman. Elle est là dans les sujets que je travaille actuellement. Euh, mais je voulais pas que ce soit un roman de terroir, surtout pas. C'est pour ça que je ne cite pas d'endroit. Je voulais détacher le plus possible ce roman de toute localisation. Et je crois que ça a pas trop mal marché, puisque donc, des retours de lecture que j'ai eus, c'est en particulier le plus drôle que j'ai pu avoir, c'est quelqu'un qui habite ici en Anjou, et qui m'a dit qu'en lisant le livre, il retrouvait ces paysages d'enfance de l'Anjou. Or, pour quelqu'un qui a été en Lorraine et en Anjou, c'est juste n'importe quoi. Enfin, il n'y a aucun rapport entre les deux. Donc, le texte, il fonctionne quand même, puisque voilà, volontairement, je l'ai détaché de la terre, ce qui est assez paradoxal, puisqu'il ne parle que de ça, en fait. Mais je suis assez content d'avoir réussi ça. Et puis ce narrateur, il a une sorte de ton un petit peu méditatif, plein de révolte douce. Comment vous avez trouvé cette voix alors que justement vous connaissiez peut-être si peu cet homme? On a l'impression que c'est vraiment un personnage, un copain de classe, entre guillemets, avec lequel on est resté pendant très longtemps éloigné. C'est intéressant de creuser ce sillon-là, alors que finalement comment dire, votre amitié n'était pas si puissante. Non, non, effectivement, alors, on peut même pas parler d'amitié, parce que là, on parle de... j'ai arrêté de le voir autour de ses 15-16 ans, vous voyez. Donc, et avant, on était juste copains de village, et je veux dire de collège, mais il était tellement peu au collège que c'était surtout des copains de village. Donc, on peut pas parler d'un ami. Mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est son décès, en fait. Et c'est-à-dire le décès violent pour aller au bout du pitch, le personnage qui aspire le roman, il est décédé tout seul d'un AVC le soir de son anniversaire, dans sa maison. Enfin, vous voyez le truc Zola à côté, c'est paillettes, quoi. Et ce décès-là, il m'a vraiment choqué. Et même si je ne le connaissais pas plus que ça, je me suis dit, c'est impossible que quelqu'un disparaisse comme ça, quoi. C'est pas possible. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu parles de ce type, parce que sinon, il ne laissera aucune trace. Donc ça, c'était ma ligne directrice. Donc on n'est pas dans la nostalgie non plus, on est juste dans rendre justice à quelqu'un qu'on a connu, même si on l'a pas super bien connu, qu'on l'a connu en tout cas, mais lui rendre justice et le faire réexister le temps des 128 pages qu'il peut y avoir dans ce roman. Et là, je vais quand même répondre à votre question sur conservateur des bibliothèques, avec une petite joie de mon côté. Comme je suis conservateur des bibliothèques, je sais que tout ce qui paraît en France est déposé à la BNF au titre du dépôt légal, et que ça va y rester, puisque mes collègues de la BNF s'occupent de ça et maintiennent le dépôt légal pour des centaines d'années, puisque la BNF en réfléchit le grain de réflexion, c'est 100 ans au moins. Donc, je suis assez content de me dire que cet ami enfin, l'ami qui inspire le personnage principal, qui a disparu sans laisser de traces,
j'ai réussi à faire de lui une trace qui va être qui est déposée à la BNF et qui va non seulement lui survivre à lui, mais à moi et à vous tous, sans vouloir gâcher l'ambiance ce soir. Et là, je suis assez content de moi. Je suis assez content de moi. Voilà, j'ai réussi. C'est ma pierre tombale, en fait. Enfin, la sienne. Alors, très bien. Et il y a une question de Michael. Au fond, est-ce qu'on écrit pour sauver les gens de l'oubli ou est-ce qu'on écrit pour accepter que de toute façon, on finit tous par s'effacer? Oh, Michael, la question qui va nous occuper pendant 3 jours. Alors, bonsoir, Michael. On se connaît un petit peu par réseaux sociaux. Euh, alors, moi, je pense que, je, en tout cas, tous les textes que je peux produire tournent autour de cette idée de sauver les gens de l'oubli, actuellement. Parce que je trouve ça insensé, en fait, qu'on oublie les gens morts. Je trouve ça insensé. Ce qui est paradoxal avec le fait que je ne peux pas regarder une photo de famille, accessoirement. Mais voilà. Et alors aussi, si j'ai encore 2 minutes, un bouquin qui m'avait vraiment scotché, c'était un bouquin d'Alain Corbat que je vous conseille d'aller lire. Ça, donc, Alain Corbat est un historien qui a écrit un bouquin qui s'appelle La vie retrouvée de... j'ai oublié. Ça ne reviendra plus là. Donc, le travail d'historien de Corbin, il va dans une mairie, il prend un registre de vote et il va, à partir il prend quelqu'un au hasard qui est signé avec une croix et il va reconstruire à la manière d'Alain Corbin, c'est-à-dire avec rien, il va reconstruire toute la vie de cette personne-là avec une démarche d'historien. Moi, j'avais trouvé ça fascinant de faire un travail comme ça. Et donc, je me suis dit, comme ça croisait mon souci de voir des gens les gens de peu qui disparaissent et il n'en reste strictement rien. Je me suis dit que je pouvais essayer de faire la même chose en littérature. Voilà, merci Michael. Le monde retrouvé de Louis-François Pinago, d'Alain Corbin. Je vous conseille de courir en librairie ou en bibliothèque, puisque je suis quand même travaillé en bibliothèque, et d'aller lire ce bouquin qui est absolument extraordinaire, qui m'a beaucoup touché et qui m'a donné envie de faire ce bouquin-là, le mien. Et puis c'est presque l'éloge, ce livre-là, du rien. Tout à l'heure, Mm, mm. quand on vous lit, on voit que l'amitié est souvent décrite par des heures de rien. Quelle valeur vous accordez justement à ces petits rituels du quotidien dans la fiction? Est-ce que finalement, il n'y a pas besoin de grandes choses? Et ça rejoint aussi peut-être le livre de Mathilde Di Matteo, mais ces petits rituels quotidiens, que ce soit un repas, que ce soit une pierre, un objet, un fruit, peu importe. On a l'impression que c'est ça, finalement, que vous aimeriez remettre au goût du jour. Et bon, on a l'impression que c'est ça. Je ne sais pas si je me trompe. Ah non, non, vous avez complètement raison. Moi, je suis pas du tout, je suis anti-bling-bling. Je déteste les trucs bling-bling, les trucs spectaculaires. Je déteste ça. Je dis souvent, je préfère manger euh, un sandwich merguez avec une bière et 3 copains au fond d'une décharge publique que d'aller manger à la tour d'argent. Enfin, vous voyez, je trouve on ne met pas assez en avant ces tout petits riens qui constituent le fondement et le socle de l'amitié, de l'amour, de la famille. Voilà, je suis un mec très basique, moi. Donc, les petits riens, c'est les petits riens qui font les grandes histoires, en fait. C'est pas les feux d'artifice. Enfin, je pense pas. Très bien. Alors, la question du premier roman, j'aimerais que vous nous parliez de, je crois que vous en avez deux. Ouais, j'ai Voilà, triché. Daniel, vous avez envie de mettre en avant deux premiers romans. Eh bien, Alors, c'est le moment. Dites-nous. ces 2 premiers romans tout récents, hein. Il y en a un qui est de cette année et l'autre, il y a 2 ans. Alors, celui de cette année, c'est Simon Chevrier, Photo sur demande, qui est paru chez Stock et qui a eu le concours du premier roman. Et le second, qui est un peu plus ancien, il doit avoir 2, 3 ans, c'est Claire Baglin, qui a écrit En salle chez Minuit. J'ai trouvé ces 2 bouquins. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que c'est 2 bouquins qui ont été écrits par des auteurs très très jeunes. Ils ont moins de 25 ans, je pense. Et ils sortaient tous les deux de master création littéraire. Et alors, ça existe depuis très longtemps aux États-Unis. Il doit y en avoir une dizaine maintenant en France. Et très honnêtement, au début, j'étais un peu sceptique quand même sur la notion de création littéraire, parce que j'étais encore un peu dans le fantasme du génie qui écrit son texte tout seul. Et alors, la qualité de ces 2 bouquins pour des premiers romans, moi, ça m'a vraiment scotché. Euh, je les ai lus, enfin, chacun séparément, puisqu'ils ne sont pas parus en même temps. Et à chaque fois, je me suis dit, waouh, ça envoie du bois quand même, quoi, pour des gamins, entre guillemets. Je peux me le permettre, hein, je pourrais être leur grand-père, littéralement. Et je trouve ça réjouissant, en fait, parce que ça montre aussi que
la notion de je suis un génie, je me mets à ma table, je fais mon premier jet et c'est génial et voilà, ça montre que c'est complètement faux et complètement romantique et que la réalité c'est juste du boulot, c'est du travail, c'est des petits riens qu'on entasse. Mathilde en a parlé, hein, c'est des trucs qu'on remodèle dans tous les sens. Enfin, c'est du sang et de la sueur en fait. Et le fait qu'on puisse l'apprendre à l'université, par exemple, là, dans des masters, bah, je trouve ça réjouissant, en fait. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et j'aurais beaucoup aimé avoir 25 ans et pouvoir aller dans un master comme ça. Parce que moi, mon chemin a été très, très long, vous voyez, depuis mon premier roman en sixième. En effet, ben, quel chemin. Claire Baglin, qui était venue d'ailleurs ici présenter son texte pour le prix Première Parole, qui avait été finaliste l'année de sa parution. Là, ça ne m'étonne pas. Est-ce qu'on ne parlerait pas du titre aussi, Daniel, le pays dont Oui. tu as marché la terre? Il y a une question d'Anne-Sophie par rapport à ça, et notamment par rapport à la langue, qui dès les premières pages est aussi, je dirais, sautante. On a l'impression que la langue, les mots sautent un petit peu Mm. des phrases. Comment vous avez travaillé ça? Qu'est-ce que vous vouliez faire ressentir aussi au lecteur en écrivant ce langage si singulier? Alors, je voulais rien faire du tout. Euh, euh, donc moi, je viens de Moselle-Est, qui est une région Concordat, tout proche de la frontière, et donc régulièrement, nos amis allemands nous envahissent et puis ils repartent. Et donc moi, le français n'est pas ma langue maternelle. Moi, j'ai parlé un patois germanique lorrain qui s'appelle le platte jusque vers 4 5 ans. J'ai appris à l'école avec des bonnes sœurs, le français. Euh, et donc j'ai cette particularité, je pense, mais voilà, je n'ai pas trop travaillé le sujet, mais comme le français n'est pas ma langue maternelle et que je pense que mon cerveau a été structuré sur une forme germanique, j'ai cette particularité que dès que je fais de la fiction ou de la poésie, parce que j'ai écrit beaucoup de poésie, je crois que ma première langue vient polluer ou challenger le français. Et donc, je travaille pas, enfin, mon écriture n'est pas travaillée. Mon écriture est comme elle sort. Alors, c'est quasiment, en fait, ce que vous lisez, c'est quasiment un premier jet. Il y a eu très, très peu de travail. Le seul travail que je fais, c'est travailler, Mathilde l'a dit aussi, travailler à l'oreille et enlever des mots. Et je cherche, mais c'est involontaire. Je pousse le français le plus loin possible pour voir à quel moment il perd son sens. Et je pense aussi que le fait que ce soit pas ma langue maternelle, ça me donne une liberté totale, puisque ça n'est pas ma langue maternelle. Donc je peux faire ce que je veux avec. C'est comme un pull qui n'est pas à vous, hein. Voilà. Si vous n'êtes pas très soigneux, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vous. Avec, il n'est pas à vous, de toute façon. Voilà. Et donc je tords le truc. Très bien, très Effectivement, bien. ça glisse, ça dérape. Mais c'est ça qui est drôle. Mais En je peux effet. écrire de façon très classique, hein. Je suis quand même pas sur ça des minutes. Mais c'est très mêlé dans le roman, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, voilà, on va entre différents langages aussi. Il y a vraiment une multiplicité des langages. Eh bien, Daniel, c'est le moment de nous lire l'extrait que vous avez choisi, Eh bien, c'est le peut-être avec ce moment. langage si singulier. Le contexte, c'est les copains qui se retrouvent dans le village pour faire les andouilles, évidemment. C'est que des garçons. L'après-midi, il ne se passait rien hors d'habitude. On roulait dans les champs, sentiers, les sous-bois s'ils s'en présentaient, si on pouvait forcer leur première ligne, des ronces protégeant leur humus, jeunes arbres, buissons, grumes tombées, écorces entaillées d'amour éternel et éternellement déçus, fatras presque innommables des barbares que nous devenions, entrant là-dedans, hurlant en y laissant régulièrement des morceaux de nos chemises. On se battait pour de faux, on courait aux étangs jeter des pierres énormes, des branches mortes dans l'espoir d'assommer quelqu'un prudent qu'on aurait vu remonter étourdi, ce qui n'est pas arrivé une seule fois. Notre chahut, éléphant fonçant au cœur d'une jungle, faisait évidemment fuir tout animal sur terre comme sur l'eau, peu importait. Si quelqu'un dégotait une ou deux piécettes dans sa poche, c'était à l'épicerie, plein milieu de la rue unique, une bouteille de limonade partagée avant de la rôter copieusement. Tu n'avais jamais rien dans les fonds de tes poches, tu n'as jamais participé au pot commun, personne ne s'en préoccupait, aucun de nous n'a même pensé la moindre remarque là-dessus, on ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était nos rots, la rigolade, l'épée qu'on balançait, écho, dans le défi, prouvé par l'expérience que l'être humain est un tube ambulant. Tu étais fort à ce sport-là, nous aurions pu nous étouffer de rire. Je saute quelques passages. Le soir, on se quittait sale plus que des cochons, d'avoir traîné dans tous les coins du banc, dans les sous et les mares, les étables perdues, abandonnées par leurs habitants disparus, mangés, crevés, noyés, lieux inquiétants où on entrait discrètement par leurs portes dégondées, l'obstination de la pluie et du vent.
Ta silhouette, celle du gros qui s'éloignait, c'était une cerise sur le gâteau du jour. J'espère que plus tard, longtemps, durant les quelques années dont tu as disposé encore, tu as de temps à autre repensé à ces moments-là, cependant qu'assis à la table de cette cuisine où tu veillais à l'appui des ténèbres, des ombres passées dont je n'ai pas idée de ce qu'elles étaient. Pas plus des fantômes qui te tenaient compagnie. On termine sur un moment gay. Merci Daniel Bourrion pour Le pays dont tu as Merci marché à la vous. terre aux éditions Héloïse d'Ormesson. Après la lecture, il reste des traces, comme des empreintes de pas dans une terre humide. On part du salon, du port, du sentier, mais les phrases continuent de travailler sous la peau. Le roman qui ranime un nom nous apprend à ne pas confondre oubli et non-existence. Le roman qui peint une mère nous apprend à tenir la colère comme une main qui corrige. Et puis les deux nous laissent un goût de sel et de cendre, merveilleux et brûlant. Ils exigent des gestes, appeler, écrire, revenir sur nos pas pour vérifier les présences. Les personnages ne s'effacent pas totalement, ils se transforment en veilleuses pour le lecteur. Et puis ces petites choses, un nom, un accent, un détour, se transforment en révélations. Le festival Terre de Parole et le prix Première Parole auront entendu ces voix et les porteront dans la rotation des jours. Que cette attention collective devienne pansement et loupe à la fois, et puis que l'on reparte avec le souci d'habiter plus justement la mémoire des autres. Les premiers romans demandent souvent une écoute prolongée, discrète et tenace, comme la pluie d'automne. Alors puissent ces voix, premières, continuer à ouvrir des fenêtres sur les vies invisibles. Il ne vous reste plus qu'à voter pour votre premier roman préféré parmi ces 5 romans. Et pour ce soir, c'était donc La Bonne Mère aux éditions de l'Iconoclaste de Mathilda Di Matteo et Daniel Bourrion, Le pays dont tu as marché la terre. Bon vote à tous et bonne chance à tous pour ce prix Première Parole. Merci à tous et merci à tous les deux. Merci Merci, bonne beaucoup. soirée. Merci Anthony. Merci à vous. Au revoir tout le Au monde. revoir Mathilda. Au revoir Daniel, enchanté. Et merci à tout le monde d'être venu. Un plaisir. Au revoir à tous.